Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. Au programme aujourd'hui, non, on dit non aux tablettes nounou. La famille tout écran pousse un cri du cœur. Cette semaine, toujours en partenariat avec le Clémy. Il a une idée derrière la tech. Aujourd'hui, c'est Gaël Musquet. Gaël, avec toi, on va plonger dans une très très belle saga spatiale, celle d'Ariane. Bientôt 50 ans que les fusées du CNES s'élancent depuis Kourou. Tout à fait, c'est plus de près de 50 ans de bons et loyaux services, à tel point qu'on oublie presque que ça marche très bien. Mais c'est pas si facile que ça. Petit retour pour voir ce qu'on lui doit à cette fusée et puis vers quoi il nous entraîne l'année prochaine. Absolument, vers l'infini et l'au-delà avec Gaël, ce sera en deuxième partie de cette émission. Notre question du jour, c'est un terme dont on vous parle très souvent dans cette émission, celui de la souveraineté numérique. Mais au-delà du buzzword, comment donner du concret à cette indépendance technologique, culturelle, par l'éducation? Et surtout, pourquoi faut-il l'envisager à l'échelle européenne? On en parle avec nos invités. Anna Stepanov, vous êtes la fondatrice de la Wild Code School et conseillère régionale Centre Val-de-Loire. Vous lancez un consortium Future Group pour les talents du numérique en Europe et les parcours de reconversion professionnelle. Bonjour à vous. Bonjour Marjorie, ravie d'être là aujourd'hui. Et effectivement, depuis 10 ans, la Wild Code School existe, forme des talents numériques. Et aujourd'hui, on fait partie maintenant d'un consortium européen. Et on est aussi en plateau avec Isabelle Rouen. Isabelle, vous êtes la présidente de l'Observatoire des métiers du futur. Vous présentez un podcast éponyme d'ailleurs. Et puis vous êtes une autrice très prolifique à ce sujet. Votre dernier ouvrage, c'est Emploi 4.0. Bonjour à vous. Bonjour Marjorie. Mais d'abord, focus. Laissez tomber les smartphones et les tablettes pour babysitter les enfants. Il y a mieux, c'est la nouvelle leçon de la famille tout écran cette semaine en partenariat avec le Clémy. Je vous le dis, chers membres de la famille, aujourd'hui nous allons bousculer une vieille habitude. J'aime bien quand Erwan organise des conseils de famille. On dirait presque des conseils militaires. On sait dire non quand quelque chose va mal et on sait se reprendre en main. Waouh, il sait prendre des décisions. La tablette n'est pas une nounou. Nous ne pouvons pas confier notre enfant à un écran. C'est juste dommage qu'il s'en rende compte trop tard. Jamais nous ne lui laisserons la tablette. Juste parce qu'on croit que ça nous facilite la vie. Enfin, trop tard pour toi. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. La petite m'a pas loupé. T'as toujours eu le sens du sacrifice. Je vais te dire, je déteste l'art abstrait. On ne laisse pas un enfant seul devant un écran juste pour pouvoir avoir la paix. Sinon, c'est prendre le risque qu'il n'ait plus envie de bouger, qu'il prenne du poids. C'est à coup sûr des troubles de la concentration et du sommeil. Prenez la poussette, un ballon, et hop, dehors. Tablette, je veux faire du dessin avec toi. Au secours! Et ce temps d'écran, justement, et les enfants, évidemment, Gaël, c'est toujours une de nos préoccupations dans l'école du futur. Sortir le nez de l'écran, c'est bien parfois. Oui, complètement. Qu'ils puissent s'oxygéner, découvrir qu'il y a un monde qui évolue, qui vit autour d'eux, des sorties en forêt, regarder les étoiles. Puis faire les tâches ménagères aussi, c'est sympa, c'est un peu ce vers quoi je tends à la maison. Bah, écoute, voilà. on a un petit message à faire passer à Damien et Lia, à tes enfants désormais. Voilà, vraiment, on vous soutient les enfants. On est là, si vous avez besoin de nous, pas de souci. On va aussi avoir besoin de nos invités, tiens, aujourd'hui, puisque notre question du jour, vous le savez, on s'intéresse à la souveraineté numérique. Comment est-ce qu'on lui donne du concret avec et par l'éducation? On en parle tout de suite avec nos invités, justement. Pour en parler, justement, on est en compagnie d'Anna Stepanov, fondatrice de la Wild Code School, conseillère régionale aussi, Centre Val-de-Loire, d'Isabelle Rouen, présidente de l'Observatoire des métiers du futur, qui présente aussi un podcast éponyme et qui est l'autrice sur ce sujet, une autrice prolifique, Emploi 4.0, c'est votre tout dernier ouvrage. Et puis surtout, on va y revenir, notamment pour parler d'Europe, vous êtes ambassadrice Digital EU, vous nous direz exactement ce que ça veut dire. Ce qui est certain, c'est qu'on va essayer de se faufiler dans la jungle
l'angle à la fois de ces métiers du futur et à la fois de cette souveraineté numérique avec vous. D'abord, ce qui est important à retenir, c'est que souveraineté numérique, c'est un terme qu'on a beaucoup entendu, notamment pendant la campagne présidentielle et parlementaire dernière en France. C'était un peu comme si on disait chat perché. En gros, un candidat parlait de souveraineté numérique et d'un coup d'un seul, tout le monde se disait « Ah ben oui, alors on a tiré la carte souveraineté numérique, du coup, tout va mieux ». La souveraineté, c'est avant tout des questions d'indépendance technologique, culturelle, en matière d'éducation aussi, Isabelle. Oui, bien sûr, ça joue énormément en matière d'éducation, ça s'apprend dès le plus jeune âge, dès l'école, et c'est un levier effectivement pour faire passer les bons messages d'un point de vue industriel et surtout d'un point de vue culturel. La culture, cette défense aussi de l'éducation, c'est quelque chose que vous faites passer à la Wild Code School Academy, notamment en lançant ce consortium avec d'autres écoles de code en Europe, Future Group. Ouais. La culture numérique est extrêmement importante. La culture numérique, ce n'est pas nécessairement utiliser les tablettes du matin au soir. C'est en fait une forme d'agilité de l'esprit. Ouais. C'est savoir effectivement être à l'aise avec l'outil et puis aussi maîtriser les compétences créatives derrière les outils. Donc, ne pas être consommateur des applications, mais être capable d'en créer, être capable d'envisager cette posture de créateur, de producteur, et aussi, donc, savoir que chaque interface, chaque application est construite par quelqu'un. Ouais. Donc, être souverain, être autonome, c'est déjà avoir cette conscience, développer l'esprit critique vis-à-vis de tout ce qu'on consomme sur le net et, si possible, aller jusqu'à devenir créateur de ces outils. Être autonome, être indépendant, ce que vous nous dites, Anna, est-ce qu'il faut pour autant toujours le voir dans une perspective d'opposition entre les plateformes, fussent-elles américaines ou asiatiques, et les solutions européennes, Isabelle? Alors les solutions européennes, il commence à y en avoir, mais c'est vrai quand même qu'aujourd'hui, il y a une domination extrêmement forte des plateformes. C'est une guerre de l'audience, 1,3 milliard d'utilisateurs sur Instagram, 1 milliard sur TikTok. Donc on a quand même en Europe un petit peu de retard. Là où nous avons une carte à jouer en Europe, c'est plus sur la 5G, surtout sur le cloud. On va en faire avancer pas mal de choses, et notamment dans des logiques énergétiques de durabilité. Avoir un cloud plus proche, très souverain, un edge cloud, est plutôt une bonne chose. Cette souveraineté, on l'entend donc comme, encore une fois, une indépendance à la fois technologique, à la fois numérique, à la fois culturelle, à la fois éducative, Gaël, mais c'est aussi, et là je fais appel au hacker qui sommeille en toi, il ne fait pas que sommeiller d'ailleurs, c'est aussi un véritable enjeu de sécurité. Ah oui, complètement. Quelques jours encore, au campus cyber, on travaillait un peu sur les enjeux de la cyber dans les transports, les véhicules. Très important que notre industrie automobile, même si ces jeunes qui sont encore à l'école ne sont pas encore en position de conduire ces voitures, mais ils seront bientôt en position de pouvoir les fabriquer, de fabriquer des pièces détachées, de fabriquer des systèmes d'information qui motorisent tous ces véhicules. Et il ne faut pas qu'on se retrouve dans l'industrie automobile européenne, dans l'angle mort dans lequel on est sur la téléphonie mobile, sur les tablettes, et que des systèmes d'exploitation souverains, à la fois pour notre souveraineté, notre indépendance, mais aussi pour notre sécurité, soient mis en place, mis en œuvre dans ces véhicules. Aujourd'hui, pensez, on parle aujourd'hui de véhicules connectés, on commence à parler depuis quelques années de véhicules autonomes. Ce sont ces enjeux-là qu'on va devoir aussi instiller au niveau de l'éducation, que l'on puisse, au niveau des transports, là je parle des véhicules, mais on parle la même chose sur des trains, sur des bateaux, sur des avions. Il faut que notre industrie, qui doit assurer une transition énergétique, soit aussi capable de prendre conscience que c'est aujourd'hui que les décisions au niveau des logiciels, au niveau des stratégies cybersécurité, doivent être mises en place et enseignées aussi à l'école. Ça se joue dès maintenant pour justement sécuriser le futur. Isabelle, je vous voyais plus soyer de la tête. C'est notamment toutes les idées qui sont dans votre livre, les métiers 4.0, qui font notamment référence à cette industrie, l'emploi 4.0, pardon, qui fait référence à ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie 4.0, cette industrie numérisée, robotisée, modernisée. Exactement, c'est l'idée. Le livre notamment aborde une dizaine de fiches métiers. J'ai été me baser sur des témoignages de chercheurs, d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise. Et il y a notamment un métier qui est celui d'ambassadeur de la souveraineté numérique, qui du coup colle parfaitement avec le thème d'aujourd'hui. L'idée, c'est de se dire comment est-ce que quand on est dans une entreprise ou qu'on représente les intérêts d'une entreprise française ou européenne, comment est-ce qu'on défend auprès des lobbies, auprès des pouvoirs publics, auprès d'autres instances, comment est-ce qu'on négocie une position
coopération tout en étant conciliant mais ferme sur cette partie de souveraineté. Et c'est pas simple, ça demande de bien maîtriser le droit et ça demande surtout d'avoir beaucoup de discernement sur les données, ce qui s'y passe et les enjeux un peu macro au-dessus de tout ça. Ça veut dire quoi, Anna, pour la Wild Code School et pour Future Group, ce consortium de plusieurs bootcamps européens qui s'allient aujourd'hui pour défendre justement cette idée de la formation tout au long de la vie, de la formation au numérique, qu'il va falloir que vos data scientists, vos codeurs, vos développeuses de Wild Code School aient aussi des compétences en matière de droit, en matière de souveraineté, en matière de régulation européenne? Justement, il y a ce niveau européen qui est très important, d'où l'importance aujourd'hui d'agir à ce niveau-là et pas au niveau national, puisque beaucoup se joue aujourd'hui au niveau européen. Donc, quand on forme au métier numérique, on forme d'abord, en effet, à l'usage des technologies. Donc à la Wild Code School, on forme par exemple au métier de développeur web, data analyst, data scientist, spécialiste en cybersécurité, web designer, product manager. Donc il y a plusieurs métiers. C'est toute une palette en fait de métiers qui sont aujourd'hui nécessaires dans une entreprise numérique. Et ces talents-là, on a besoin en Europe, en France. Il y a énormément d'interdépendance entre tous ces pays européens. Il y a énormément d'interdépendance, bien sûr, aussi au niveau mondial. Et on se rend compte qu'avec les crises actuelles et la crise géopolitique, avec la guerre en Ukraine, les crises climatiques, énergétiques, on se rend compte que cette interdépendance mondiale, elle est fragile. Donc, tout peut arriver. Et donc, je pense qu'on est tous relativement assez graves par rapport à cette situation. Donc, ça nous interpelle. Comment on peut se préparer à ce tout peut arriver? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et je pense qu'une des premières choses à faire sur le plan numérique, c'est de s'assurer qu'on a toutes les compétences en place ici et qu'on peut assurer tous les services dont on a besoin. On ne se rend pas compte à quel point on est dépendant aujourd'hui du numérique dans tout. Pour manger, dans la logistique de la nourriture qui arrive jusqu'à votre Intermarché, en fait, il y a du numérique, il y a des outils, des applications dans cette logistique. Oui, il y a ce qu'on appelle une supply chain en très mauvais B2B. Vraiment une chaîne logistique qui est extrêmement numérisée aujourd'hui. Et ça aussi, c'est source d'emploi et de métiers d'ailleurs. Voilà, donc pour se vêtir, on ne se rend pas compte quelle est la part du numérique, mais il y en a. Évidemment, pour le loisir, là, voilà, c'est à volonté aujourd'hui. Pour s'éduquer. Donc le numérique, il est partout. On dépend de ces outils et en effet, beaucoup d'applications actuellement, viennent de loin. Et donc, si un jour quelque chose se passe, il y a un câble qui est déchiré. Oh, ça peut nous arriver en ce moment, sait-on jamais. Une explosion quelque part. Je ne vais pas créer de sentiment d'anxiété, mais voilà, il y a des risques qui s'aggravent. Je pense des risques de cyber, évidemment. Et donc, il faut qu'on forme nos talents, des professionnels, des experts, mais aussi qu'on se forme tous collectivement à un certain niveau de compréhension de ce qui se passe. Une ultra-dépendance donc au numérique que vous dénoncez, ou en tout cas que vous notez ici, Anna, qui fait que nous rappeler que nous sommes à la fois utilisateurs, utilisatrices, citoyens, citoyennes du numérique, mais aussi potentiellement futurs talents. Je vais faire appel à votre casquette d'ambassadrice Digital EU, Isabelle, ici autour de ce plateau. Il y a une doctrine aujourd'hui au sein de la Commission européenne qui parle de Europe Fit for a Digital Age. L'idée, c'est d'avoir cette Europe qui soit prête justement à embrasser cette ère digitale. C'est devenu la boussole du régulateur européen, notamment porté par la vice-présidente Margrethe Vestager. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on a besoin justement d'ambassadrices comme vous qui vont essayer de populariser, de rendre plus pédagogue justement cette notion. C'est tout à fait l'intérêt de ce programme ambassadeur Digital EU. En fait, c'est un programme pilote qui est développé par la Commission européenne de façon à remettre du lien entre la Commission et les territoires. C'est un pilote sur 3 pays pour l'instant, Italie, France et Pologne. Et l'idée, effectivement, c'est de sélectionner des journalistes, des gens qui ont une certaine influence sur les réseaux. Ou moi, ça vient par le podcast Les Métiers du Futur, qui a passé les 60 000 écoutes. Et en fait, merci. Et en fait, la DG Connect, qui est la direction au sein de la Commission qui gère justement tous ces sujets connectés, nous nourrit en informations de façon à ce qu'on puisse les rendre le plus
pédagogique possible auprès des publics. Et je voulais rebondir aussi sur ce que dit Anna, c'est-à-dire que ce que vous soulignez, c'est que les trois souverainetés sont liées en fait. Ouais. La souveraineté alimentaire, la souveraineté numérique et la souveraineté énergétique. C'est pareil, pour faire circuler l'énergie sans numérique, c'est un peu compliqué. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus, c'est quelque chose qui est aujourd'hui bien adressé par la Commission européenne. Ce que fait aussi très bien l'Europe, je pense, c'est d'arriver à mettre certains standards pour les 450 millions d'Européens, mais sur lesquels derrière, ce qui vont influer en fait sur toutes les grandes plateformes dans les autres pays. Quand on voit le RGPD par exemple, ça a éduqué tout le monde sur que deviennent mes données, est-ce que j'en laisse filer ou pas, et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qui fait monter d'un cran et qui a obligé toutes les plateformes à s'adapter. On verra ce que ça donne avec DMA et DSA. Absolument, Gaël. Je vais rajouter deux problématiques que l'on a en plus et que le monde de la cyber révèle, c'est guerre commerciale. Là, on a des interdictions d'appareils qui viennent de Huawei et de ZTE aux États-Unis. Une décision commerciale aussi peut mettre à genoux un industriel qui n'aurait pas eu la bonne stratégie vis-à-vis d'un partenaire commercial allié, entre guillemets, de l'Europe. Et la santé. On est extrêmement dépendant, on le voit sur les attaques qui touchent des hôpitaux. Ce sont vite quelques millions d'euros qu'il faut réinjecter pour changer les serveurs et on dépend énormément, pour le coup, de partenaires qui ont aussi des stratégies commerciales, puisqu'on ne produit pas assez de composants électroniques sur le sol européen. Donc il faut vraiment qu'on monte en puissance sur ces questions-là pour gagner en souveraineté et permettre à nos enfants pouvoir vraiment pleinement embrasser cette notion de souveraineté en Europe. Et on a vu justement la Commission européenne, à l'issue notamment des premières crises Covid et des pandémies, conditionner ses plans de relance justement à la relocalisation du numérique et de la production numérique en Europe. C'est vrai, tu le rappelais, notamment Gaël, sur la production de semi-conducteurs, de puces électroniques. Est-ce que ce serait important aussi finalement de relocaliser, j'allais dire, la production de talents en Europe, Anna? C'est un peu la proposition de Future Group en l'occurrence. La formation, elle est quand même à la base assez localisée, parce qu'on a le modèle traditionnel où on va se former dans quelques grandes villes. Donc ça, c'est déjà le modèle traditionnel. Depuis quelques années, 10, 20 ans, plutôt 20 d'ailleurs, il y a eu l'offre digitale qui s'est développée. On peut se former aujourd'hui en ligne à peu près à tout. Il suffit, entre guillemets, d'avoir la motivation, la bonne connexion et le temps pour le faire. Et trouver peut-être les ressources qui vont avec. Donc, on a passé cette phase. Aujourd'hui, on a accès à tout sur Internet. On est dans une troisième époque, je pense, en termes de digitalisation de l'éducation, où il faut trouver le juste mix. Donc, c'est la formation hybride, où on a besoin du numérique pour apprendre. Et c'est ce qu'on fait à la Wild Code School. On utilise énormément les ressources disponibles en ligne qu'on va intégrer dans nos cursus. Donc on va s'appuyer sur ces tutoriels, sur des vidéos YouTube de super youtubeurs, sur la documentation officielle. Et en même temps, on va aussi ajouter la composante réelle, l'ancrage dans l'écosystème local, avec des formateurs de l'écosystème qui vont accompagner, donc qui vont donner de leur temps, qui vont répondre à quelques questions. On va faire quelques projets en lien avec les problématiques de l'écosystème. Et puis, on va organiser aussi des rencontres avec des entrepreneurs, des recruteurs, pour que les personnes qui se forment puissent les rencontrer et donc ensuite trouver leur emploi. Nous, on appelle ce système local et global. Comme aujourd'hui, on le fait notamment pour l'alimentation, qu'on veut à la fois local, on mange local, mais en effet, on essaie de trouver des solutions à son envoi global. Voilà, donc je pense que l'avenir est dans ce local dans l'éducation. Alors justement, l'avenir du local dans l'éducation, le fait aussi de se dire qu'il faut que ces talents du numérique, oui, aient la tête dans les data et la tête dans le cloud, mais les pieds bien ancrés dans les territoires et dans leurs écosystèmes. Ça aussi, c'est ce qui vous anime, Isabelle. Tout à fait, ça se joue vraiment au plus près. Et c'est aussi un enjeu de volume. Il manque 900 000 codeuses et codeurs à l'échelle européenne. Donc c'est formidable ce que vous faites, Anna, parce qu'on a besoin effectivement de former plus de talents. Les compétences techniques sont de plus en plus vite obsolètes.
Donc on a besoin de se former tout au long de la vie. Donc c'est là où est le vrai enjeu. On va occuper entre 6 et 9 métiers tout au long de notre vie. 6, c'est un chiffre qui vient d'Harvard. 9, c'est un chiffre qui vient du World Economic Forum. La vérité, elle est probablement entre les deux. Mais ça veut dire qu'on est obligé de se reformer tout au long de la vie. Et c'est pour ça que des bootcamps, par exemple, ou des formations courtes, mais vraiment les pieds dans le réel, dans l'apprentissage, dans la mise en pratique, sont des vrais leviers. Alors, c'est 7 emplois et demi, si je fais vraiment la bascule entre les deux chiffres, qu'on va occuper tout au long de la vie. Ces talents, justement, du numérique, il faut aller chercher là où qu'ils et elles se trouvent pour pouvoir, justement, soutenir cette souveraineté numérique. On continue à en parler avec Isabelle Rouen, avec Anna Stepanov et avec Gaël Musquet, bien sûr. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap avec Edouard Deniau. Random Amazon gadgets you need. This little device is actually a laser keyboard. When you turn it on, it projects a keyboard that actually works on any surface that you want. Once you connect it, you can type on it just like you would an ordinary keyboard. It connects to your phone, tablet, or any other Bluetooth device, and I love how small and portable it is for working on the go. 내가 쓸게. 내 사세요. 우와. 원래想杀我，可是面对疾。 De retour sur le plateau de l'École du Futur. On est toujours en compagnie d'Isabelle Rouen pour l'Observatoire des métiers du futur. On est toujours en compagnie d'Anna Stepanov pour la Wild Code School et Future Group, ce consortium qui veut porter haut justement les talents du numérique en Europe. Toujours en compagnie de Gaël Musquet qui va sur sa lancée. On va parler justement de la saga Ariane tout de suite dans l'unité derrière la tech. Saga avec toi et laquelle 50 ans de création spatiale avec le CNES et Ariane. Tout à fait, la fusée Ariane nous accompagne depuis que je suis né. Hein. Je connais cette fusée, je suis né presque avec. Tu avais une fusée dans la main quand tu es né. Et à la fois parce que j'étais pas très loin de Kourou, mais aussi maintenant parce que j'habite à Vernon, qui prend en plus la présidence l'année prochaine des communes qui fabriquent la fusée Ariane. Oh, bravo, bravo Vernon. Communauté des villes Ariane. Faisait un devoir de parler de cette saga, de cette fusée européenne qui a vraiment œuvré d'ailleurs, un beau symbole de la souveraineté pour le coup à l'échelle européenne, qui prend un tournant l'année prochaine. Parce qu'il ne reste plus que 3 fusées Ariane à tirer en comptant le vol VA 259 de ce mois-ci, qui emportera 2 satellites de télécommunication Galaxy 35 et 36 pour le compte d'Intelsat et Météosat 3e génération pour Thales Alenia Space. Donc depuis le 24 décembre 1979, c'est la date du lancement de la première fusée Ariane 1 qui embarquait 4-1 pour Capsule Ariane Technologique 1 et Obélix, on se refait pas. Ok.
Il y a eu 237 lancements au total, toutes versions confondues, hein, Ariane 1, 2, 3, 4 et 5, ce qui représente à peu près 1 millier de satellites mis en orbite. Et seulement 12 échecs, ce qui vaut à ce lanceur d'être un des plus sûrs au monde. Hein. On aurait pu lui confier nos vies, puisqu'Ariane 5, hein, pour rappel, avait été conçue pour lancer la navette Hermès. Donc Thomas aurait pu monter là-haut avec... oui, tu l'appelles Thomas, t'as beaucoup de chance. National. T'as beaucoup de chance de l'appeler Thomas, mais on peut aussi l'appeler Thomas Pesquet, pour plus de comprendre. Il aurait pu monter avec une Ariane, hein, au lieu d'un Soyuz ou d'une Falcon 9. Bon, il a fallu qu'il monte avec ces deux engins et pas une Ariane. C'est pas grave. Mais bref, on a conçu hein, cette fusée à la base, Ariane 5, pour lancer cette navette, pour être lancée aussi tous les 15 jours. On en est loin aujourd'hui. Oh waouh, tous les 15 jours. Alors, je vais la faire quand même. Tu es tombé dedans quand tu étais petit, ça jusque-là, tout va bien avec Obélix. Mais avant de parler du futur et d'Ariane 6, on va revenir sur les fonds baptismaux. Comment est née justement Ariane? Alors, on parle de l'échec déjà, de la fusée Europa. Bien nommée à l'époque, hein, ça a été un échec malheureusement, et donc la France décide de se doter d'une capacité de lancement. Elle confie donc au CNES le soin de concevoir une fusée qui lui permettrait d'être autonome dès 1973. Et ce n'est qu'en 1979, hein, le 24 décembre 1979, que Ariane 1 s'élance. Elle sera suivie de 10 autres lancements, pour un total de 2 échecs, pour une masse totale maximale. Hein. En orbite, à l'époque, Ariane 1 ne pouvait lancer qu'une tonne 87 à peu près. Et c'est très inférieur à ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, c'est 5-6 fois moins hein, de ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est pour l'orbite géostationnaire. Donc, on est à 35 000 km au-dessus de nos têtes environ. On va ensuite avoir la fusée Ariane 2, qui à partir de 1986 va être en capacité de lancer 2 tonnes 21, 6 lancements, un échec. La fusée Ariane 3, 2 tonnes 72, 10 lancements, un échec. Ariane 4, 4 tonnes 95 en orbite géostationnaire, 116 lancements, 3 échecs de 1988 à 2003. Et enfin, la version la plus aboutie, Ariane 5, de 1996 à aujourd'hui, 114 lancements, que 5 échecs, avec une capacité maximale de lancement de 10 tonnes 5. On a pu de l'ATV, donc l'automatique transfert véhicule, qui permettait de ravitailler l'ISS à James Webb Space Telescope le 25 décembre dernier, lancer aussi les satellites Galileo, la constellation de positionnement par satellite. Et donc cette fusée Ariane 5 nous fait rêver depuis près de 26 ans. Bon, en tout cas, ce sont des beaux bébés, vu le poids au lancement. Est-ce qu'après avec Ariane 6, la saga va continuer? Est-ce qu'il faut s'attendre à Ariane 7, 8, 9, 10? Alors Ariane 7, certainement, puisqu'Ariane 6 permet de résoudre une partie de l'équation. Hein. L'Ariane 5 a tellement bien marché qu'on s'est un peu endormi sur nos lauriers en Europe. Cette fusée nous a habitués à ses succès, à tel point qu'Artemis, qu'on a essayé de suivre ici sur le plateau... On l'a suivi, figure-toi. Alors c'est dommage, tu n'étais pas avec nous. Figure-toi qu'on l'a suivi dans le Club Actu, justement, il y a quelques jours, pour enfin ce lancement réussi. Exactement, ça nous a fait très plaisir. Exactement, elle n'a pas été lancée pour plein de raisons, des fuites d'hydrogène, un ouragan, sans se rendre compte, hein, sur la VA 258 dernière, mais quand elle est partie, tranquillement, sans fuite d'hydrogène. On a lancé cette fusée avec beaucoup de succès, on en a à peine parlé, alors que c'était un succès. On a beaucoup plus parlé des échecs d'Artemis, preuve à l'appui, hein, c'est que cette fusée nous a vraiment habitués. Ces succès-là, malheureusement, on n'en parle pas assez. On parle beaucoup des choses qui nous divisent plus que de celles qui nous rassemblent. Et Ariane, c'est un succès européen. On a beaucoup plus parlé des ruptures technologiques, des Falcon 9 ou d'électrons de Rocket Lab, hein, qui sont en capacité aujourd'hui de récupérer les premiers étages de fusée. Donc il y avait urgence, hein, puisque le prix du kilo lancé a fondu en 30 ans. On divise pratiquement par 2 le coût du lancement au kilo sur une Falcon 9 par rapport à une Ariane 5. Donc Ariane 6, son objectif, c'est déjà de réduire le coût du kilo lancé. Et donc on est, grâce à la modularité de cette fusée, avec 2 ou 4 boosters, entre 4 tonnes 6 et 12 tonnes en orbite géostationnaire. Et le fait que le second étage de la fusée soit capable de changer d'orbite permet d'avoir plusieurs satellites lancés sur des orbites complètement différentes, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas avec Ariane 5. Ariane 5, on gagne en souplesse avec cette fusée, on gagne en modularité, on fait chuter les coûts, mais ce n'est qu'une partie. Hein. Les moteurs Prometheus qui sont développés par Ariane Group aussi à Vernon
premiers essais ont été réalisés il n'y a pas longtemps. Il n'est pas chauvin, tiens. Non, mais il faut dire qu'on est bon. C'est important pour nos enfants aussi, mais bien sûr. Qui cultivent aussi cette fierté. C'est important qu'on leur transmette aussi cette fierté industrielle, ce patrimoine industriel, scientifique et technique. Alors, le lancement est prévu pour quand? Alors, début le 23. Pas encore la date exacte, mais les premiers assemblages ont été faits sur l'île A4, donc l'élément de lancement 4 à Kourou. Donc la date approche, mais ça sera en 2023, plutôt vers la fin de l'année, normalement, si tout se passe bien. Donc on donne rendez-vous dans l'école du futur pour suivre tout ça. Bah absolument, on le suivra avec toi. Ce qui est très intéressant, Gaëlle, c'est qu'en effet, tu nous racontes cette histoire d'Ariane, c'est avant tout une histoire européenne. Est-ce qu'il faut une Ariane de l'éducation, justement, pour les métiers du numérique, Isabelle? Alors, je ne sais pas s'il faut une Ariane de l'éducation. Ce qui est certain, c'est que cette Europe unie, le fait d'avoir l'Allemagne, la France qui collaborent dans ce projet-là, Ariane, depuis le début, c'est absolument génial. Et puis, ce qu'on ne s'est pas dit les uns les autres, c'est que Ariane 6, ça va être 12 fusées possiblement fabriquées par an, là où on est aujourd'hui à 6 fusées pour Ariane 5. Donc, en plus, il y a un volume de dingue qui va sortir. Donc, c'est un beau projet, en tout cas. Et donc, des postes à pourvoir à la clé, j'imagine, là aussi. Une Ariane pour l'éducation dans les métiers du numérique, c'est finalement ce que vous essayez de monter, si je le comprends bien, avec je Future Group. Je ne sais pas le dire. mais c'est pour ça que je l'ai dit là. Soyons ambitieux. Non, mais c'est vrai qu'il nous manquait encore jusque-là un grand projet européen qui va pouvoir fédérer plusieurs pays et nous amener vers le futur de l'éducation dans le numérique. C'est ce qu'on essaie de faire avec le Future Group, avec la Wild Code School, donc depuis 10 ans qu'on existe, avec aujourd'hui donc les 4 bootcamps qui sont réunis au sein du consortium. Donc les 4 bootcamps représentant des pays différents. Il y a la France, l'Allemagne, la Suède aussi. Alors la Wild Code School, on est déjà bien établi en France. On avait déjà une présence en Allemagne, on avait déjà une présence au Portugal. On a 3 autres bootcamps qui arrivent, 2 allemands, Spice Academy et Noefish. Donc aujourd'hui, ensemble, on est 2 fois plus fort entre l'Allemagne et la France, qui est quand même le cœur européen. Et on a aussi un bootcamp suédois, SOLT, qui nous rejoint et qui fonctionne, donc qui couvre les pays du Nord. Donc on commence quand même à avoir une offre de formation du Portugal jusqu'à Oslo. Et donc maintenant, tout l'enjeu est comment on peut insuffler un peu d'harmonisation du cadre de cette formation professionnelle pour qu'il y ait un peu de cohérence et de reconnaissance entre les différents pays. Et on va justement continuer à en parler. Est-ce que les bootcamps, c'est justement les formations qui peuvent driver les nouveaux talents du numérique en Europe? On continue à en parler avec Isabelle Rouen, avec Anna Stepanov et avec Gaëlle Musquet. C'est la deuxième partie du talk. Je voudrais d'abord peut-être, Anna, qu'on revienne à la définition même d'un bootcamp. Quand on parle de bootcamp, alors on a l'impression d'avoir affaire à une formation éclair, un peu en mode militaire, pour pouvoir acquérir très rapidement des hard skills et des soft skills, notamment sur les métiers du numérique. Est-ce que je me trompe quand je définis les bootcamps de cette façon-là? Non, vous ne trompez pas. Le mot vient de l'entraînement militaire. Bootcamp, c'est à la base, c'est une formation militaire. Il a été utilisé pour parler des formations dans le numérique dans les années 2010, début 2010. 2011, le premier bootcamp apparaît aux États-Unis. Le bootcamp arrive en Europe et en France. Soyons fiers. La France est à l'avant-garde des bootcamps, en tout cas du mouvement des bootcamps en Europe, en 2013. Qu'est-ce que c'est un bootcamp? Un bootcamp, c'est une formation courte. Il y a cette notion de durée très courte, très importante. C'est une formation intensive. En quelques mois, on va se former à un métier différent de ce qu'on exerçait jusque-là. Il y a aussi le volet pratique. C'est en se formant sur des projets. Donc, on va faire des projets chaque jour, chaque semaine. On va en valider, on va construire un portfolio de projets qu'on va pouvoir présenter à notre futur recruteur. Et dernière chose très importante dans les bootcamps, c'est le lien avec les recruteurs, justement. Ce n'est pas une formation juste pour
sa curiosité. C'est clairement une formation qui répond à un besoin de pénurie de talents, donc qui est un lien direct avec des recruteurs. Donc on ne peut pas avoir un bootcamp sur un métier qui ne recrute pas. Les bootcamps répondent à un besoin de recrutement. On a tout de suite cette notion d'employabilité très pratique dans le bootcamp, si je vous entends bien. Ça veut dire que ce sont des formations qui s'adressent plutôt à des talents en reconversion professionnelle, de jeunes salariés, en tout cas primo-arrivants dans le secteur ou autre, pas forcément à des lycéens et des lycéennes. Hein. Alors, à la base, le bootcamp a été créé pour répondre au manque de talents. On avait de plus en plus d'entreprises, des startups qui recrutaient, et les formations classiques, donc des formations universitaires de 5 ans, clairement ne formaient pas assez. Donc le gap, d'ailleurs, ne cesse que de croître, malheureusement, malgré tout le travail qu'on a pu faire, nous, la Wild Code School et d'autres bootcamps en France et en Europe. Donc, il y a eu cette idée géniale de créer des formations courtes de reconversion professionnelle, donc plutôt pour des adultes, en effet. À la Wild Code School, l'âge moyen de nos étudiants, c'est 30 ans aujourd'hui. Donc c'est plutôt pour des adultes qui viennent d'un autre métier, mais qui voient qu'il y a une opportunité dans le numérique, et donc ils vont se former. Ils savent ce qu'ils veulent, donc ils sont très motivés, et ils vont se mettre sur cette formation donc, pendant quelques mois, donc 5 mois en moyenne, 3-5 mois. Ils ne font que ça, et ensuite ils vont pouvoir rejoindre le métier qu'ils recrutent, et donc devenir désirable sur le marché de l'emploi. Vous le disiez tout à l'heure, Isabelle, on va changer 7 à 9 fois, ou 6 à 9 fois, pardon, de métier au cours de notre vie en fonction des études et des instituts qui les ont réalisés. Mais surtout, ça veut dire qu'il faut pouvoir être agile en permanence sur les formations, sur les métiers qui nous sont offerts dans la palette justement de ces métiers du futur. Les bootcamps, c'est plutôt approprié donc pour les publics en reconversion. Ça marche parce que, comme le disait Anna, ils savent exactement ce qu'ils veulent. C'est exactement ça, en fait. Aujourd'hui, c'est ce qu'on prône à l'Observatoire des métiers du futur, c'est d'impacter positivement les pouvoirs publics et les entreprises sur ces sujets d'employabilité et de transformation du travail. On doit tous se reformer régulièrement, et c'est vrai que quand on est déjà dans la vie active, avoir une formation courte, très connectée à l'emploi, sur des métiers en tension, c'est quelque chose qui est très motivant et très attirant. Donc c'est en ça que le bootcamp est absolument génial, ou en tout cas très adapté à ce besoin-là. Après, il y a aussi d'autres façons de se former, notamment quand on est lycéen et qu'on s'oriente, on peut aller faire des formations un peu plus longues, en présentiel, en distanciel. Il y a beaucoup d'offres aujourd'hui en France, donc ça aussi c'est bien et c'est très complémentaire. Gaël. On a dans les communautés de logiciels libres, en plus, au niveau du numérique, pas mal d'événements. Alors, on a beaucoup parlé de Barcamp à un moment, ou d'événements liés au hacking, qui ont parfois été un peu dévoyés, comme des sessions d'idéation qui permettaient à certaines entreprises de récupérer des idées. Mais c'est vrai que dans les communautés du logiciel libre, on avait sur ces événements numériques l'objectif de corriger des failles, des bugs sur certains logiciels, certaines communautés. Et on voit transposer dans beaucoup d'écoles cette culture, en fait, des événements communautaires, donc sur un logiciel, sur une particularité, avec Google aussi, qui a lancé pas mal d'événements, Google Summer of Code, qui est en forme de bootcamp, mais dédié vraiment au développement. On voit beaucoup de jeunes aujourd'hui participer à ces événements-là et transporter avec eux une compétence qui va traverser les entreprises, où ils seront identifiés non pas parce qu'ils travaillent dans une entreprise, mais parce qu'ils ont une place en tant qu'être humain, en tant que femme, dans ces communautés, et de capacité de développer par ici du FOSDEM, le Free Open Source Developer European Meeting, fin janvier, début février à Bruxelles. On a en Europe une grande culture de ces événements qui réunissent des milliers de développeurs tous les ans et qui ne sont aujourd'hui pas forcément toujours transposés dans les entreprises, mais dont on peut s'inspirer en tout cas dans le monde de l'éducation. Anna, culture européenne, disait Gaël, justement, sur ces formations et sur cette nouvelle façon finalement d'aborder l'idéation des métiers du numérique. Je pense que les événements que tu cites, c'est exactement ça. C'est au cœur du bootcamp, d'ailleurs, dans nos formations. Il y a un hackathon obligatoire. Chaque session, chaque élève doit faire vivre au moins un hackathon. Parce que ça fait partie de la culture. Il faut vivre cette passion pour la technologie collectivement. Et je rejoins le mot collectif qui est très important. Ce n'est absolument pas un métier isolé, solitaire. Mais je veux quand même revenir à la question de l'âge, du public cible. J'ai dit effectivement que 30 ans, c'est le public cible aujourd'hui moyen, l'âge moyen. Mais cette formation n'est absolument pas interdite, en fait, pour des plus jeunes.
La différence, c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut faire et donc être prête à s'y investir d'une manière assez concentrée parce qu'après, on n'a pas des années et des années pour réfléchir, vivre sa vie étudiante. C'est pour ceux qui veulent travailler rapidement, avoir un métier rapidement. On a quelques jeunes, dès 18 ans, on a des jeunes qui rejoignent la formation, qui ont vu qu'on peut aujourd'hui devenir développeur beaucoup plus vite qu'en passant par un parcours de Bac+5. Ouais. C'est vraiment possible. Et tout notre projet, depuis 10 ans, je travaille sur ça, c'est un petit peu de faire évoluer notre système de l'enseignement supérieur, on va dire dans un sens large, au lieu de se former pendant, on va dire, 3 à 5 ans après le bac. Et ensuite, on va travailler. Et puis, voilà, vous avez votre diplôme et c'est pour toute la vie. Non, aujourd'hui, ce n'est plus du tout possible. La technologie évolue tout le temps. Chaque mois, il y a des nouveautés qui arrivent. Il faut se mettre à jour. Il y a des nouveaux métiers qui arrivent. Voilà, on change de carrière aussi plusieurs fois dans notre vie. Donc, non, on n'a pas besoin de faire 3 à 5 ans d'un coup au début. On peut faire un petit peu moins, en fait. Aller travailler, aller vivre différentes expériences, avoir une carrière riche, intéressante, et puis revenir. Et je pense qu'on va vers un système où peut-être tous les, pourquoi pas 5 ans, on va revenir, on va réapprendre quelque chose, quelques mois, peut-être 3, 5 mois, parfois 1 an, peut-être une année sabbatique, et on va repartir soit dans la même carrière, mais avec nouveaux bagages, soit une autre carrière. Et donc c'est comme ça. Et donc le système de l'éducation, je pense, doit faire moins de la formation initiale, donc moins investir là-dessus, mais par contre tout au long de la vie, jusqu'à 50, 60 ans. C'est important, ça, Isabelle, de repenser justement cette forme d'enseignement supérieur, comme vous le dites, Anna, au regard de tout ce qu'on vient de se dire, les métiers qui vont changer au cours de notre vie, les 80% de métiers du futur de 2030 qui n'existent pas encore, le fait de se dire que oui, il faut savoir être agile, apprendre tout au long de sa vie, et puis surtout l'obsolescence du diplôme à venir. Il faut repenser cette éducation supérieure. Il faut complètement repenser ça, puisqu'effectivement, il y a une obsolescence accélérée des compétences techniques. Une compétence technique avait une durée de vie de 20 ans dans les années 70. Aujourd'hui, c'est 12 à 18 mois selon l'OCDE. Donc effectivement, ce que propose Anna de quelque chose de beaucoup plus souple a du sens. Après, ça implique plusieurs changements. Le premier déjà, c'est qu'il faut que les recruteurs apprennent à recruter sur la compétence et non pas simplement sur le diplôme de la formation initiale. Ça se fait beaucoup dans le monde anglo-saxon. C'est plus difficile en France et je sais de quoi je parle. J'ai le privilège de diriger aussi un cabinet de recrutement. Et effectivement, le fait de recruter sur la compétence et la compétence prouvée et éprouvée est un peu plus difficile. Il faut aussi être inclusif. On parlait des gens de 30 ans en reconversion, on parlait des jeunes de 18 ans, mais il faut aussi parler des gens un peu plus âgés. On va tous travailler jusqu'à 60, 62, 65 ans. Visiblement 65 ans selon le gouvernement en ce moment. Voilà, exactement. Et donc aujourd'hui, il faut quand même savoir que dans le monde de la tech, l'âge médian, c'est 31 ans. L'âge médian dans la population active en France, c'est 41 ans. Donc sur le secteur qui recrute le plus en France et en Europe, on est en train d'exclure une population, on va dire, de 40 et plus. C'est pas une très bonne chose. On n'est pas non plus très inclusif sur les femmes. Aujourd'hui, c'est à peine 30% en moyenne dans le numérique en France. C'est un chiffre qui stagne depuis 2013, si ma mémoire est bonne. Et puis dans certains métiers, développeurs, développeuses, c'est pas 30%. Dans data scientist, c'est 25% de femmes à peine. La cyber, j'en parle même pas, c'est 10% de femmes. Donc il y a vraiment ce besoin-là. Et c'est vraiment un message fort que moi je voudrais essayer de passer à vos auditrices et auditeurs. C'est super important d'être inclusif, de recruter sur la compétence et d'aller effectivement avoir des parcours beaucoup moins linéaires pour s'adapter à cette obsolescence accélérée. Que ce soit pour les recruteurs, mais pour les écoles aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'inclusivité, c'est un des drivers aussi de Wild Code School. Clairement, c'est au cœur du projet, puisqu'on accueille des personnes qui viennent de parcours très, très divers. On a une très grande diversité de parcours. J'ai toujours dit, je veux une école d'excellence ouverte à tous. Donc, on a cette ambition d'excellence, on veut amener tout le monde, mais je pense qu'une partie de l'enseignement vient de la rencontre des diversités, des différents profils dans les formations. Donc, on mélange des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, et des personnes qui apprennent physiquement, qui viennent de la campagne, d'autres qui viennent d'une grande ville. Voilà, ils se retrouvent dans cette formation, ils apprennent. Je te rejoins complètement sur l'enjeu d'acceptabilité de ces formations alternatives par les recruteurs. Il y a déjà un énorme travail qui a été fait depuis que justement le mouvement des bootcamps est apparu, 2013. Je me rappelle, je lançais la Wild Code School. On me disait
mais t'es folle. On forme des développeurs en 5 ans. Jamais tu ne pourras le faire en 5 mois. Juste oublie. Voilà, on me disait ça, y compris les recruteurs. Aujourd'hui, on n'est plus là. Il y a quand même, voilà, aujourd'hui, la Wild Code School forme le plus grand nombre de développeurs en France. On a des milliers de personnes qui travaillent dans tout un tas d'entreprises petites, grandes, moyennes. Donc, on voit que les recruteurs ont changé pas mal. Il y a encore quelques marches à franchir. Je suis absolument d'accord. Et fondamentalement, moi, je leur dis toujours, d'abord, quand vous êtes sur une formation de 5 ans, ce que l'étudiant a appris en première année, techniquement, il est forcément obsolète en 5e année, juste connaissant les cycles de renouvellement de la technologie. Deuxièmement, dans des formations type bootcamp, on a beaucoup de personnes un peu plus matures, avec un peu d'expérience. Donc, on a des profils qui ont une double compétence très souvent, qui viennent d'un métier, imaginons un restaurateur, donc qui connaît l'alimentation, qui connaît ce métier, et qui va se former à la technologie. C'est quelqu'un qui va être extrêmement pertinent pour travailler dans une start-up e-food, parce qu'il va comprendre le métier, parce que fondamentalement, la technologie, c'est un outil qui est appliqué à un domaine. Donc, la complémentarité de ces parcours doubles est extrêmement intéressant pour les recruteurs. Absolument, cette complémentarité, cette inclusivité, cette souveraineté, finalement, on l'a construit avec ces nouveaux talents de la technologie en France et en Europe. Merci infiniment, Isabelle Rouen, d'être passée par le plateau de l'École du Futur. On rappelle votre dernier ouvrage, Emploi 4.0, et puis l'excellent podcast des métiers du futur, à suivre évidemment sur toutes les plateformes audio. Anna Stepanov, évidemment, on vous suit dans les bootcamps de la Wild Code School et avec le consortium désormais Future Group partout en Europe. Gaël Musquet, on te suit partout, on te suit sur les réseaux, on te suit sur plein d'autres plateaux. D'ailleurs, mon cœur saigne. Non, je rigole. Et on te suit à Vernon, évidemment, Vernon Forever. Et vous, on vous retrouve dès lundi pour un nouvel épisode de l'École du Futur.